On enchaîne avec cette deuxième rencontre qui va être inspirante, qui doit être inspirante, puisque c'est le nom de cette séquence, avec Antoine Rédian. Salut Antoine. Alors, il est allumé ou pas? Celui-là, ouais, parfait. Salut Antoine. Bonjour Hugo. Comment tu vas? Bien et toi? Super. On va faire connaissance, Antoine. Est-ce que tu peux me dire quel a été ton meilleur cadeau de Noël de toute ta vie? C'était un château fort Playmobil quand j'avais 14 ans, parce que je l'avais déjà repéré depuis 2 ans. Et c'était vraiment énorme qu'il soit là. Le château fort à 14 ans, ok. Dis-moi Antoine, c'est quoi la Climate School d'AXA? C'est un projet qui a 1 an et demi maintenant. Donc l'idée c'était de se dire, en gros si on veut faire basculer les choses du point de vue changement climatique, environnemental, etc., il y a une espèce de continuum, c'est-à-dire qu'entre l'activiste qui va crever les pneus de SUV et le politique qui fait passer la loi, il y a tout un continuum de gens qui bossent. Et dans ceux qui essayent de faire changer les choses, il y a des gens dans les entreprises. Et souvent, ils ont des outils pour former les gens en one-to-one, avec des trucs comme la fresque du climat, par exemple, pour faire bouger les gens, ce genre de choses. Mais il manque des outils de formation de masse pour les entreprises. Et donc nous, on s'est dit, on va développer ces outils-là pour équiper les gens dans les entreprises et aider à faire basculer beaucoup plus vite. Donc concrètement, c'est des catalogues de e-learning, façon un peu c'est pas sorcier, tu vois. Enfin, des choses sur c'est quoi le changement climatique, c'est quoi l'effondrement de la biodiversité, qu'est-ce que fait une entreprise, c'est quoi les impacts, et qu'est-ce que je peux faire à l'échelle de mon job. Et donc on déploie ça dans les boîtes. Voilà. Et ça fait combien de temps que c'est lancé cette Climate School? Et toi, à quel moment tu l'as rejoint? Donc le projet commence en janvier de l'année dernière, moi je le rejoins en avril, on commence à le commercialiser parce que c'est commercialisé pour les grosses boîtes et c'est donné gratuitement pour les ONG, les écoles et les choses comme ça en juin. Et là, donc ça fait 1 an et demi, on est 25 et on a signé pour former 2 millions de personnes là. Pour combien, pardon? On est 25 et 2 millions de personnes. Ouais. 2 millions de personnes formées? Non, en cible. On a signé, cible. On est sous contrat pour former 2 millions de personnes là. D'accord. Voilà. Et vous donnez combien de temps pour former ces 2 millions de personnes? Ça fait, je pense qu'il va falloir à peu près 18 mois. Je pense pas qu'on va arriver à former les 2 millions, mais on va continuer à faire rentrer des nouvelles entités. Et on va continuer à travailler pour élargir la base. Et toi, tu t'es lancé là-dedans avec l'idée justement de faire basculer des gens, avec l'idée de former des gens. Et pourquoi ça te paraît important et surtout, c'est quelles personnes que vous formez? Donc, les gens à qui on parle dans les organisations, c'est un peu monsieur, madame tout le monde. C'est-à-dire, c'est pas forcément les gens qui vont être au poste de responsabilité. Mais c'est dans les entreprises. Ouais. Entreprises, organisations. Là, on est en train de bosser par exemple avec la ville de Nice là-dessus. Donc, on va aussi faire les collectivités territoriales. Moi, je suis en train de regarder pour travailler avec les fondations là, qui sont aussi des acteurs importants. Donc, en fait, on a commencé par les grandes entreprises et là, on se sert de cette espèce de levier pour aller chercher tout le reste des organisations. Et donc ça fait partie de mon boulot aujourd'hui à moi, à titre personnel, c'est comment on part de ce qu'on a déjà fait pour les grosses boîtes et comment est-ce qu'on va chercher les autres orgas. Et donc on le fait en France, on le fait aussi à l'international, on a des équipes en Allemagne, en Inde, on commence à ouvrir le Royaume-Uni là, et donc l'objectif c'est d'arroser largement. Et pourquoi c'est important de former? Déjà, le premier truc, c'est qu'on sait que ça suffit pas. C'est-à-dire que, tu vois, moi, à titre personnel, je sais très bien qu'il faut que j'arrête complètement la viande et j'en mange encore de temps en temps. Donc savoir, ça suffit pas. Donc il y a aussi le passage à l'action, mais malgré tout, c'est la première brique. Et donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'au moins que cette première brique-là de formation de masse, elle soit bien faite. Et donc on l'a fait du mieux qu'on peut, c'est-à-dire en étant assez radical dans le propos, en ayant une forme très qualitative, c'est-à-dire qu'on investit beaucoup d'argent pour que le contenu soit un peu catchy, avec des codes de maintenant, tu vois, c'est pas le vieux e-learning ennuyeux où tu meurs d'ennui, voilà, c'est des vidéos de 5 minutes, ultra catchy, avec des gens qui ont bossé sur C'est pas sorcier, enfin ce genre de choses, et ça c'est, voilà. Et qui vous a aidé à construire le programme? Alors, donc il y a 2 choses, il y a le fond et la forme. Le fond, c'est des expertises scientifiques qu'on va chercher de façon ad hoc. Il y a des scientifiques en interne en fait dans l'équipe. On mobilise des gens d'AXA, des gens de laboratoires de recherche. Là, tu vois, sur les collectivités territoriales, on devrait bosser avec les équipes du Shift Project. Enfin, bon, bref, en fait, on prend un peu les gens qui nous semblent les plus pertinents et après, on fait passer un vernis dessus de journalistes, storytellers, ingénieurs pédagogues. Ouais. Des gens qui rendent les choses jolies et digestes, et qui vulgarisent. Ouais. Et donc toi, tu t'es engagé là-dedans donc parce que tu as envie de former un maximum de personnes et ça a l'air d'être un bon outil. Mais tu l'as dit, ça suffit pas la formation. Et qu'est-ce que tu verrais toi au-delà de cet aspect Climate School?
comment les gens ensuite peuvent transformer cet apprentissage, hein? Bah là, il n'y a pas de solution magique. La réalité, c'est que là, tu reposes sur des gens qui sont moteurs dans les orgas, qui se disent, ok, bah moi je me saisis du sujet, je vais le bouger à mon échelle. Mais la réalité concrète et vraie, c'est qu'en fait, tu peux faire tout ce que tu veux à ton échelle dans l'organisation. Il y a des boîtes ou des trucs où en fait, la seule décision possible, c'est top niveau, où ils vont décider de changer complètement la logique d'un business et ils vont changer complètement de faire ce qu'on appelle ces redirections écologiques, et donc là de changer complètement le modèle d'affaires. Ça, oui, si tu es en interne, tu peux faire des petites expérimentations à ton échelle, etc., qui vont alimenter la réflexion au top, mais ensuite ça va être l'histoire au sommet pour pouvoir décliner dans toute l'organisation. Donc à la fois, oui, il y a un intérêt à agir à chaque étage, et en même temps le levier critique il est tout en haut, et le tout en haut ça bouge parce qu'il y a des dirigeants qui ont envie de bouger, parce qu'on les laisse bouger, c'est-à-dire que la structure de gouvernance et financière, elle ne pas de bouger, et aussi parce qu'il y a le régulateur qui arrive et qui fait voiture balai. Donc en gros, c'est surtout ça qui va faire que tu vas déclencher un changement, tout en reposant sur la bonne volonté à tous les étages, quoi. Ça a l'air un peu facile en fait comme ça. Ouais, non. On a les solutions en fait, il y a juste à mettre en œuvre, hein. Ouais, bah, sauf que là, on vient d'énoncer une énorme somme de problèmes qui font que ça ne bouge pas du tout. Mais par exemple, tu vois, je prends une boîte classique cotée en bourse type CAC 40, la réalité c'est que tu sais très bien que par exemple une grande entreprise c'est pilotée avec des KPIs, donc des indicateurs que tu suis, et c'est ça qui fait que, bon, alors le truc classique c'est le nombre de clients, chiffre d'affaires, etc. Pour remettre ces entreprises-là réencastrées dans les limites planétaires, il faut avoir des indicateurs qui sont non extra-financiers, non financiers. Sauf qu'en fait, si tu commences à suivre aussi ces indicateurs, à mettre des efforts pour les améliorer là, bah, tes indicateurs financiers, mécaniquement, tu mets moins d'efforts, ils vont s'abîmer. Oui, il y a des cas où les deux avancent de parallèle, mais la réalité, c'est qu'en fait, bien des fois, il faut éteindre un business, mais parfois temporairement, pour rechanger le business d'affaires. Donc ça fait tomber tes indicateurs financiers. Et si tu es une entreprise cotée, que tu fais tomber tes indicateurs financiers, les actionnaires sont pas sympas, et le PDG, il saute à la prochaine réunion. Tu vois, à la prochaine assemblée générale. Donc en fait, ou alors tu te prends une OPA parce qu'en fait le cours de l'action est tombé, donc tu as une OPA, tu as quelqu'un qui vient, qui rachète ta boîte et qui vire toute l'équipe dirigeante. Donc en fait il y a des limites fondamentales et systémiques au fait que les grosses organisations basculent comme ça. Et c'est aussi ça qui fait qu'il y a des blocages qui sont importants quand même. Et les retours que vous avez eu des personnes, vous êtes à combien de personnes formées à peu près dans le monde du coup, puisque vous formez des gens Ouais. Par exemple, je peux donner un exemple chez AXA, qui est donc à la fois ceux qui nous financent, mais aussi le premier client. Là, on est à 85 000 personnes formées en interne. Formées, c'est beaucoup dire, hein, c'est que c'est 85 000 personnes qui sont passées par le module d'1h30. Donc 1h30 sur le climat, bon, c'est déjà une toute petite première étape. Justement, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que le fait que ces 85 000 personnes aient été formées, ça va faire en sorte qu'ils arrêtent de voter n'importe quoi aux AG de Total ? Alors aux AG de Total, pas sûr. Mais oui, ça participe. En fait, l'objectif d'un e-learning comme ça, c'est assez simple, c'est de baisser les barrières au changement en interne. T'expliques aux gens quelle est la situation, pourquoi c'est la catastrophe. En plus, quand tu vois que le grand chef te dit mais fais ce cours, c'est très important sur le changement climatique. Derrière, quand on va te dire bon bah par contre maintenant nouvelle politique de la maison, on arrête d'assurer le soja entre les tropiques parce que ça fait de la déforestation, ce qui est en l'occurrence une politique AXA qui est passée il y a quelques mois là. Ils arrêtent d'investir, ils arrêtent d'assurer ce genre de gens. Et ben t'as pas une bronca énorme de tous les assureurs ce qu'on appelle les souscripteurs, c'est les commerciaux qui s'occupent de ces sujets, qui disent ouais mais attends mais c'est pas possible parce que moi je perds du chiffre d'affaires, parce qu'en fait ils ont été sensibilisés à ces questions. Donc en fait c'est pas tellement de les mettre en mouvement sur le gros de la troupe on va dire, c'est plutôt de limiter les barrières au changement pour permettre un peu au motivé climat de faire bouger les choses. Donc oui, c'est un impact. Après c'est sûr qu'une heure et demie de vidéo ne suffit pas pour faire basculer toute l'organisation. Et sur un cas compliqué comme AXA qui a voté donc le plan climat de Total, c'est pas spécialement, ça c'est une décision qui est prise à très très haut niveau avec quelques petites personnes clés. Donc ça c'est, oui ça participe d'avancer dans la bonne direction, mais ça suffira pas en tant que tel. Ouais. Et donc là vous avez formé 85 000 personnes chez AXA et dans d'autres entreprises, dans d'autres collectivités, vous êtes à combien en tout aujourd'hui ? Là on estime qu'on est à peu près à 300 000 ailleurs, sachant que nous, on déploie les outils directement dans les outils des entreprises, donc en fait, on n'a pas forcément les métriques immédiates qui arrivent. Voilà. Donc c'est principalement, vous proposez votre outil et puis après, eux s'en servent comme ils veulent derrière. Oui, exactement. Et c'est en accès libre, hein ?
C'est un accès libre pour les particuliers, les écoles, les universités, et puis si votre organisation elle est petite ou vous êtes vraiment des amis, vous venez nous voir et on vous donne les accès. Voilà. C'est-à-dire s'il y a des personnes ici qui sont intéressées de faire le parcours... Ouais, vous venez, vous me demandez, je vous file les accès sans problème. Ouais. Bah super, hein. La science accessible à tous. Ouais. Ça fait partie de l'objectif, quoi. C'est aussi pour ça qu'on le fait de cette façon-là, c'est parce que du coup on crée cette espèce d'asset qui est toute cette base de connaissances sur un format très chouette et qu'on essaye de pousser du coup largement par exemple on va l'offrir à toutes les collectivités de moins de 100 agents, tu vois, parce qu'en fait on se dit que s'ils ont moins de 100 agents ils ont un petit budget, s'ils ont un petit budget ils vont pas nous payer, et en fait entre se dire ah bah du coup on fait rien ou se dire autant qu'ils soient formés, on a tous intérêt à ce que ces gens-là montent en compétences en fait, donc on va le faire comme ça. Et donc ensuite, donc là, les gens montent en compétences. Et est-ce que, du coup, toi, tu es directeur de développement, donc l'objectif, c'est d'aller toucher le maximum de personnes, j'imagine, et c'est en ça que consiste ton travail. Tout à fait, ouais. Et donc, tu as dit que là, vous vouliez aller du côté du Royaume-Uni, que vous vouliez continuer à aller dans d'autres pays. C'est quoi pour toi au quotidien, ton travail, tu vas faire quoi? Tu contactes des organisations, tu contactes des entreprises, et comment t'es reçu? Alors reçu plutôt bien, parce qu'en fait moi j'échange plutôt avec des gens qui sont engagés en interne et qui ont envie de faire bouger les choses. Donc en fait quand ils voient l'outil, ils se disent ah ben c'est parfait, c'est ça qu'il me faut, parce que c'est souvent, enfin vraiment on répond à un problème, à un besoin avec, il n'existe pas de bonne solution pour l'instant à ce qu'on fait. Donc du coup ça va assez vite. Comment on choisit de le faire? Donc il y a des équipes chez nous qui s'occupent du développement international. Moi je m'occupe plutôt de réfléchir à comment est-ce qu'on peut taper d'autres types de publics que le secteur privé. Donc, d'où développer le sujet avec les collectivités territoriales, discuter sur la formation des hauts fonctionnaires pour le côté public, et après discuter avec, par exemple, une association qui regroupe les fondations de France pour essayer de pousser ça dans ce genre de public. Voilà, moi c'est plutôt ça mon boulot. Ouais. Et est-ce que tu penses que par rapport à un outil comme la fresque du climat, la Climate School, elle peut toucher d'autres publics que la fresque du climat? Oui, en fait, je pense que c'est complètement complémentaire. La fresque du climat, c'est en présentiel, il y a 5, 6, 7 personnes, ça prend 3 heures. Donc c'est contraignant du point de vue des ressources, mais par contre ça a un impact fort parce que c'est émotionnel, c'est une démonstration qu'on fait ensemble, c'est très puissant. Mais ça s'arrête au climat et ça parle pas des solutions, et souvent c'est un peu court d'ailleurs sur les solutions dans les débriefs, voire ça crée un peu une espèce de dette émotionnelle parce qu'on en sort vraiment déprimé. Climate School à l'inverse, c'est du e-learning, donc c'est moins puissant. Par contre, on parle aussi biodiv et on parle aussi passage à l'action. Donc souvent, c'est assez complémentaire là-dessus. Qu'est-ce que vous mettez dans la partie passage à l'action, s'il y a des gens qui ont envie d'aller tout de suite à ce moment-là? Alors il y a deux choses. Il y a le passage à l'action à l'échelle de l'organisation. Donc c'est quoi une trajectoire bas carbone? Comment ça fonctionne? Là, on va faire une trajectoire biodiversité aussi. Il y a le b.a.-ba de la transition. C'est quoi une empreinte carbone? Comment ça marche? Analyse en cycle de vie. Enfin, toutes ces choses-là. Et après, il y a le passage à l'action, moi, dans mon job. Donc en tant que collaborateur, mon transport, ma nourriture, mes choses comme ça c'est simple. Et après il y a métier par métier. Je bosse en RH, je bosse au marketing, je bosse en communication. Et donc là où on fait l'aller-retour, concrètement qu'est-ce que ça change pour moi dans mon job? Le fait que, par exemple, si je suis en RH, le fait d'avoir quelqu'un comme moi, par exemple Antoine Irédian dans mes équipes, c'est un peu chiant parce que moi ça m'arrive d'insulter ma boîte sur LinkedIn parce qu'on vote le plan climat total par exemple. Donc comment tu gères ces gens-là? Ça c'est une question RH qui surgit, donc ça c'est comment mon job bouge. Et après il y a moi en tant que RH, comment je peux faire pour que mon organisation se mette en mouvement, en déployant notamment des outils comme la Climate School, mais aussi la fresque du climat, les ambassadeurs climat internes, ce genre de choses. Mais ça en effet c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que en général quand tu fais une fresque du climat, tu arrives derrière et tu te dis ok je fais quoi maintenant? Et là comme en plus la Climate School elle est utilisé par les entreprises et que moi je savais pas qu'il y avait ce côté passage à l'action hyper ciblé, et donc en effet c'est hyper intéressant. Et est-ce que vous avez eu des retours notamment chez AXA par exemple de gens qui trouvent ça ça leur a fait changer un peu leur approche de leur métier ou pas? Ouais, on commence à avoir des retours là, on commence à avoir des bons retours. Il y a par exemple il y a un truc assez étonnant qu'on n'avait pas du tout prévu, c'est qu'il y a des gens qui ramènent la Climate School à la maison et qui le montrent à leur famille, leurs enfants, ça c'est trop chouette. Ça rayonne, hein. Ouais, ça c'est chouette. Franchement, t'es content quand ça arrive, parce que ça veut dire aussi que c'est des gens qui sont fiers de ce qu'ils font au taf, ils le ramènent à la maison, ils le montrent, et ça participe aussi à rayonner dans les boîtes. Moi, une des raisons pour lesquelles je fais ça aussi, c'est parce que je suis convaincu, si tu prends la transfo digitale, c'est-à-dire le fait que par exemple tout le monde s'est équipé de boîte mail, ça a commencé par les boîtes. Et que la plupart des gens ont une adresse pro avant d'avoir une adresse perso. Et en fait, je suis persuadé que le mouvement, si on veut vraiment aller très très vite sur le mouvement de transition personnelle, environnementale, c'est aussi parce que les gens prennent ce pli-là dans leur organisation et le ramènent à la maison. Donc
C'est pour ça aussi qu'on a commencé par ça, nous. C'est ça, c'est la stratégie on met ça dans toutes les boîtes, dans tous les côtés professionnels, dans le monde professionnel, et on ramène ça à la maison. 7 heures par jour, hein, 7-8 heures par jour, au bout d'un moment, c'est un Mais peu, quoi. Ça me rappelle, je parlais avec des organisations récemment qui intervenaient dans les écoles et qui disaient, en fait, nous, si on va dans les écoles, c'est aussi pour avoir un impact sur les parents des enfants, parce que si on va toucher les enfants, derrière, forcément, ça se ramène à la maison derrière, et les parents sont d'autant plus sensibles à la question quand c'est leurs enfants qui leur en parlent. Ouais, on voit complètement cette mécanique-là. Hein. Genre, nous, les personnes qui ont 40, 50 ans, qui sont ultra moteurs dans les boîtes, et il y en a quelques-uns qui sont arrivés par curiosité intellectuelle ou par conviction, et il y en a beaucoup aussi, ils ont été lancés là-dessus par leurs enfants, et en fait, c'est ça qui fait la bascule, quoi. C'est assez intéressant. Hein. Et donc ensuite, là, vous êtes 25 personnes à la Climate School. Est-ce que vous continuez à produire des nouveaux formats? Est-ce que vous continuez à aller chercher d'autres sujets aussi? Par exemple, est-ce qu'une Climate School pourrait devenir une Ecology School avec beaucoup plus de choses que le climat, vu que déjà tu parles de biodiversité? Ouais. Bon, déjà le titre est nul parce qu'effectivement on fait ressources naturelles, biodiversité, pollution, donc on ne fait pas du tout que le climat, c'est tout l'environnement, on va au sens large. On continue à rajouter des cours, il y a une équipe en fait qui est là et dont le boulot c'est de produire des cours en continu, parce que de toute façon c'est un deal avec les gens avec qui on travaille, c'est que c'est un abonnement. Donc chaque année, on remet à jour les cours qui sont périmés et on en rajoute. Et par ailleurs, on réfléchit bien sûr à de nouvelles solutions pour aller encore plus loin. Donc soit d'autres types de formats, c'est-à-dire pas un format formation, mais plutôt un format, par exemple des petites vidéos un peu sympas. Là, on va sortir quelque chose sur l'éco-anxiété, comment traiter ça dans les organisations, avec l'université de Lausanne qui a un petit labo dessus. Et ben ça fera un petit format de 5-6 minutes qu'on poussera dans les différentes boîtes. Donc ça, c'est un format. Et après, il y a des formats plus formation où là ça va être comment je prends un acheteur ou un informaticien et comment je le transforme en acheteur durable, et là ça par contre ça va être des cours de 20-25 heures, partenariat avec les écoles, et là on est en train de construire ces parcours là. D'accord. Et est-ce qu'on arrive à la fin, si vous avez des questions, je vous invite à lever la main, on va pouvoir en prendre une ou deux avant de passer à la personne suivante à la place d'Antoine. Mais là, donc tu parles des écoles, hein, c'est-à-dire que vous avez vous êtes dans des masters, où vous accompagnez les profs pour construire leurs cours sur le développement durable. En fait, ce qu'on fait, c'est vraiment, il y a des établissements qui sont venus nous voir, on leur a filé les contenus, après ils en font ce qu'ils veulent. Donc par exemple, HEC a fait toute sa rentrée climat l'année dernière là-dessus, donc tout le parcours grande école est passé sur la Climate School. Une autre école qui est la mienne, qui s'appelle le SCP, eux, ils avaient déjà des profs qui faisaient des cours assez sympas, musclés pour la plupart des étudiants, mais ils avaient les masters spécialisés qui sont des plus petits effectifs, qui n'avaient rien du tout. Donc là, ils les ont utilisés pour les masters spécialisés. Donc en gros, nous on met à disposition, après les profs s'en saisissent d'une façon ou d'une autre, soit ça devient pas un cours obligatoire, soit ça devient pas... Voilà. Et là, on est en discussion avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour voir si on peut pas le mettre à disposition de tous les établissements, parce que quand moi je le fais à la mano, ça me prend un temps de débile. Voilà. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Et donc là, oui, ça irait à l'échelle supérieure. Est-ce que, chers messieurs, dames, vous avez des questions pour Antoine sur la Climate School, hein, et sur la manière dont ça fonctionne, dont c'est déployé? On a une question de madame là-bas. Je crois qu'il y a un micro qui arrive. Et je suis désolé parce que je ne vous vois pas du tout. Il y a la lumière du projecteur qui m'éblouit. Bonjour. Ça m'intéresse parce que nous, on réfléchit à déployer du coup quelque chose comme AXA Climate School pour notre organisation. Et on se pose la question de est-ce que ça fait sens d'avoir des modules vraiment uniquement climat, alors que nous, d'un point de vue RSE, typiquement, on a aussi beaucoup d'autres enjeux comme la diversité, enfin voilà, tout l'aspect aussi social, sociétal. Est-ce que c'est quelque chose que tu rencontres du coup quand tu vas voir les organisations? Ouais, complètement. Donc nous, on a fait le choix de s'intéresser à l'environnement dans toutes ses composantes, et on a déjà beaucoup de boulot pour le faire correctement. Et on a choisi volontairement de ne pas s'intéresser aux autres aspects sociaux, etc. Non pas qu'on parle pas du tout de social, parce qu'on en parle, mais on en parle plutôt comme les conséquences sociales. Par exemple, typiquement, là, on est en train de produire une série de 5 modules sur inégalité et changement climatique. Donc à la fois aux causes et aux conséquences du changement climatique, donc les inégalités territoriales, les inégalités de genre, etc. Bref, tout ça. Donc on l'aborde par cet axe-là. On a choisi de ne pas parler, par exemple, uniquement d'avoir des modules spécifiques sur la diversité. La façon dont c'est déployé dans les boîtes qui veulent traiter ce sujet, c'est qu'ils prennent nos contenus sur l'environnement et souvent ils vont les chercher ailleurs, d'autres contenus complémentaires sur ces autres questions, parce que pour l'instant, il n'existe pas un équivalent de ce qu'on fait sur les autres sujets. Voilà. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent approfondir une question avec Antoine? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, Antoine, merci infiniment. Merci beaucoup d'avoir présenté la Climate School et tout ce que vous faites. Et ben, moi, j'espère juste une chose, c'est que vous allez atteindre vos objectifs et les dépasser de 2 millions de personnes. Hein. J'espère. Merci beaucoup, Antoine. Hein. Et on se retrouve dans 2-3 petites minutes pour accueillir la prochaine rencontre inspirante qui sera Ludovic Moger qui nous parlera de son projet Migrant Bus. À tout de suite.